eh ben, il y a des leaders technologiques, notamment dans les domaines des nouvelles technologies, évidemment aux États-Unis, évidemment en Chine, et il n'y en a absolument aucun dans l'Union européenne, et que c'est pas seulement, mais c'est en partie du résultat de la politique de concurrence de l'Union européenne qui a empêché, c'est ça qui est fou, c'est que la politique de concurrence de l'Union européenne, c'est de refuser qu'il y ait un champion numérique européen, parce que forcément, il allait être en position de monopole, entre guillemets, à l'échelle européenne. En ce moment, les économistes sont mis à rude épreuve. Les vieux modèles semblent dépassés. Inflation, chômage, désindustrialisation, rôle des banques centrales, rien ne semble marcher comme avant. Nous assistons, semble-t-il, à un pivot accéléré par la crise du Covid. Après les 30 glorieuses, puis les 30 piteuses, comment allons-nous désigner les 30 années à venir? Je vous laisse imaginer un terme, en euse, joyeuse, pleureuse, foireuse. Avec nous, Gilles Raveau, vous êtes docteur en économie, maître de conférences à l'Université de Paris 8 et auteur d'un ouvrage intitulé « Économie, on n'a pas tout essayé » aux éditions du Seuil. Un ouvrage publié en 2018 et en ce moment, les dates ont leur importance. Gilles Raveau, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, par rapport à 2018, aujourd'hui en 2023, pensez-vous encore qu'on n'a pas tout essayé? Oui, on n'a pas tout essayé. C'est assez étonnant de voir que, effectivement, au niveau, vous avez raison, vous l'avez dit, au niveau intellectuel, les choses changent très très vite. Par exemple, juste pour donner cet exemple, Emmanuel Macron en 2017 s'était présenté, hein, on s'en souvient, comme le candidat de la Startup Nation. Il y avait l'idée que tout venait du privé, que tout venait d'en bas, des entrepreneurs, pourquoi pas, hein, mais il y avait cette vision du monde, hein, qui était très forte, très portée à l'époque par les succès de la Silicon Valley, les nouvelles technologies, voilà. Et là maintenant, le même nous parle, alors évidemment c'est drôle, mais il nous parle très sérieusement de planification. De planification. Un mot que nous, les économistes de gauche, on s'interdisait de dire depuis des années parce que, comme le disait mon cher maître disparu Bernard Maris, quand vous utilisez le mot planification, ça fait passer le souffle d'air froid du goulag dans le dos. Voilà, donc c'est pour dire qu'effectivement, il y a une espèce de basculement, en tout cas dans les termes, même si dans la réalité, bon, c'est différent. Oui, parce qu'en fait, vous reprochez aux différents gouvernants d'utiliser depuis des années que des solutions libérales, depuis la fin des 30 Glorieuses finalement. Alors, bon, moi j'ai mes petites manies d'universitaire. J'ai beaucoup de mal avec ce terme de libéral, même si évidemment je sais parfaitement d'où il vient. Parce que par exemple, lorsqu'on lit Adam Smith, La richesse des nations, on voit que c'est un auteur très humaniste, donc le soi-disant père de la théorie libérale. En fait, Adam Smith, lorsqu'il écrit au XVIIIe siècle, il veut libérer l'économie, pas du tout de l'État, puisqu'évidemment l'État-providence n'existe absolument pas à ce moment-là. Il veut libérer les gens des corporations. C'est-à-dire que ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'un maître, par exemple, dans, je sais pas, un maréchal ferrant, va soumettre son apprenti pendant 15 ans, le payer au lance-pierre pendant 15 ans, alors qu'en fait, au bout de 5 ans, il sera aussi fort que lui. Et donc, cette liberté, c'est cette liberté-là que veut défendre Adam Smith. Et les gens qui aujourd'hui se disent libéraux, je pense que c'est un énorme problème. Pour moi, en tant qu'économiste, c'est le principal problème intellectuel de notre époque. C'est que ces gens-là, on sait, effectivement, ils veulent libérer les entreprises des contraintes. Mais le problème, c'est qu'ils font reculer des libertés. Et on voit de plus en plus, hein, qu'il y a une progression d'une forme de réaction politique, de contraction des droits à mesure que les marchés s'étendent. Et ce n'est pas forcément du tout une contradiction. C'est-à-dire que, moi, on nous explique, hein, depuis très longtemps que, normalement, le développement économique s'accompagne de la démocratisation. Donc, la Chine se développe, la démocratie doit arriver. Elle n'est pas arrivée. Et à l'inverse, la montée très forte, hein, de l'extrême droite, de ce que certains ont pu appeler les populismes, c'est un terme à discuter. Donald Trump, évidemment, aux États-Unis. Donald Trump arrive aux États-Unis au moment où l'économie américaine est ouverte comme jamais sur le marché mondial, et notamment les importations chinoises. Donc, en fait, plus il y a de marché, donc soi-disant plus il y a de liberté, plus les gens, en fait, sont fragilisés. Moins ils contrôlent leur vie, moins ils ont accès aux services publics, moins ils ont accès à l'éducation gratuite, à la santé gratuite. Donc, moins ils sont libres de mener leur vie. Et plus ils se tournent vers des régimes autoritaires. Et donc, cette idée que ces gens seraient libéraux, encore une fois, ils sont libéraux au sens de libérer les entreprises et les marchés, mais en fait, ils font régresser nos libertés, et on est en train de le payer de plus en plus, et ça s'accélère, y compris en Europe. Regardez toutes les dernières élections, il y a une demande très forte
de protection vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis de tout un tas de choses qui font que l'extrême droite est de plus en plus au pouvoir en Europe. Les dernières élections en Espagne, par exemple, on sait que dans plusieurs régions et départements, la droite espagnole va gouverner avec l'extrême droite dans un pays où, si vous voulez, l'extrême droite, ça veut dire quand même quelque chose d'assez particulier. Dans votre livre, vous résumez ça avec une expression qui est le conte de fées libéral est faux. Oui, bah c'est cette idée que, encore une fois, on serait tous maîtres de notre destin, qu'on ferait tous des choix. Là encore, j'ai beaucoup été nourri par Bernard Maris qui nous dit voilà, la sécurité sociale des services publics, vraiment au quotidien, même les transports en commun collectifs qu'on a dans tout un tas de villes de France, ça vous permet de faire des choses. Ça vous permet de vous déplacer, ça vous permet de vous éduquer, ça vous permet de vous soigner. Et lorsque tout est payant, hein, ces fameux slogans un peu réducteurs, mais qui n'est pas faux, des manifs, qui dit lorsque tout sera privé, on sera privé de tout. Et bon, par exemple, pour prendre mon métier, l'éducation supérieure en France, on avait cette tradition, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, qui était une exception, je pense, quasiment vraiment au monde, c'est que les toutes meilleures écoles en France étaient publiques. C'est-à-dire que les classes prépa à Louis-le-Grand, c'est public, Polytechnique, c'est public, l'école normale supérieure, c'est public, etc. L'ENA, c'est public. Il y avait quelques exceptions comme HEC, mais là, vous vous retrouvez à jouer en Josas, tant pis pour vous. Mais vous voyez, les établissements les plus prestigieux étaient publics et gratuits, la fameuse méritocratie à la française. Aujourd'hui, il y a un très bon livre d'Arnaud Parianti qui explique ça, qui s'appelle School Business. Vous pouvez littéralement acheter le succès scolaire de vos enfants de la maternelle jusqu'à Bac+5. Vous pouvez acheter le fait de mettre votre enfant dans une école maternelle bilingue à Paris, dans une école primaire bilingue à Paris, etc. etc. Et donc là, vous voyez qu'il y a une inégalité qui est dingue, c'est-à-dire que non seulement vous avez des inégalités de naissance, il y a des enfants qui choisissent beaucoup mieux leurs parents que les autres, et ceux qui ont bien choisi leurs parents, eh bien à chaque étape de la vie, même s'ils sont un peu cons, même s'ils ne sont pas gentils, eh ben, ils vont avoir des super profs, ils vont avoir des profs déjà, des super profs, ils vont avoir des super diplômes, en plus du réseau de leurs parents, et donc ils vont avoir une super vie, et en plus ces gens-là, ils vont être convaincus que c'est grâce à leur mérite qu'ils ont tout ce qu'ils ont, alors qu'en fait, ils méritent absolument rien, ou quasiment rien de ce qu'ils ont, et donc après, ils vont bien voter à droite en disant que quand même les pauvres, ils sont trop aidés, etc., alors que eux, eh ben voilà, on leur a choyé littéralement depuis qu'ils sont nés. Et donc là, eh ben, on voit bien que plus il y a du marché, plus il y a d'inégalités, et que ce n'est pas des inégalités sur le lieu de vacances, quoi. C'est vraiment des inégalités de vie, des inégalités très profondes. D'ailleurs, on constate des stratégies par rapport à Parcoursup, par exemple, c'est-à-dire qu'il va y avoir aujourd'hui des familles qui vont déplacer les enfants pour les faire aller dans des lycées qui seront plus qualifiés pour obtenir des entrées dans des grandes écoles, par exemple les différents Sciences Po aujourd'hui. Ouais, mais ça, c'est des choses qui existaient bien sûr à mon âge, à mon époque, pardon, quand j'étais lycéen. Mais aujourd'hui, il y a des études qui sortent qui montrent que le déplacement vers le privé est massif. Encore une fois, le public a longtemps su garder, par exemple, soit à Bordeaux, à Lyon, à Lille, à Toulouse, vous aviez le grand lycée de centre-ville, le meilleur lycée de la ville, c'était le lycée public. Toujours. C'était le lycée public. Moi, par exemple, j'ai étudié au lycée du Parc à Lyon, qui était qui est le grand établissement pour les classes préparatoires. Voilà, bon. Mais, donc, si vous voyez, moi, j'ai vécu dans cette illusion que ça, c'était pour toujours. Mais maintenant, effectivement, ça n'est plus du tout vrai. C'est-à-dire que le système public s'est tellement cassé la figure, et j'alerte là-dessus depuis des années, je prêche dans le désert, parce qu'effectivement, j'ai plusieurs potes qui, eux, enseignent en lycée, et qui, depuis 20 ans, me disent, on a, pour des matières importantes, genre maths français, on a des gamins qui sortent de master, qui n'ont même pas le CAPES, qui font cours, en centre-ville à Paris. Ça existe depuis largement une décennie. Et pour une raison que je ne comprends absolument pas, ni mes amis journalistes, ni mes amis politiques, ni mes amis économistes, etc., personne ne s'est énervé là-dessus quand il était temps d'agir. Et maintenant, tout le monde se réveille, mais il est archi trop tard. Et les familles le savent. Les familles le savent. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai habité dans le quartier très privilégié de Paris, dans le 14e arrondissement, dans une école primaire publique, vous pouviez avoir une institutrice absente pendant des mois. Bon, les gens qui voient ça, qui sont des gens qui ont des ressources intellectuelles et financières, ils se tournent maintenant massivement vers le privé. Et en plus, on a un ministre qui plutôt accompagne ce mouvement-là. Alors, vous avez une réflexion, j'allais dire paradoxale, parce que effectivement, plus de services publics, ce que vous êtes en train de demander là, quand vous dites l'école, l'éducation publique n'a plus de moyens, c'est créer de la dette. Et vous dites aussi, la dette, c'est pas bon. Donc là, en fait, moi, vous m'avez perdu, puisque je sais que vous dites, et notamment, vous dites, je dis à mes amis de gauche que la dette, c'est pas bon. Alors qu'on sait souvent que, notamment les adeptes de Keynes, si on peut dire adeptes, disent que la dette, c'est pas un problème. Bon alors,
Voilà, il y a deux aspects dans votre question, donc il y a beaucoup de choses à dire. Les services publics, ça ne crée pas de la dette. Déjà, les services publics, vous pouvez le financer par l'impôt, fin de l'histoire. D'autre part, j'ai fait un petit, enfin, moment de publicité, j'ai fait un petit hors-série pour Charlie Hebdo sur la retraite qui est sorti en janvier, où je montre que, par exemple, pour la santé, ce qui vous coûte cher, ce qui vous coûte vraiment très cher, c'est la mutuelle. Et qu'en fait, la sécurité sociale, elle vous coûte beaucoup moins cher. Mais pour des raisons, on ne va pas tout faire aujourd'hui, mais il y a une valorisation du privé qui fait que tout ce qui nous est pris par les fameux prélèvements obligatoires, c'est-à-dire que ça c'est horrible, vous voyez, on nous force, on nous prend de l'argent tous les mois sur notre fiche de paye, ah c'est atroce mon Dieu, ma liberté. Et par contre je suis très très content de contribuer à ma mutuelle qui va utiliser mon argent pour financer un Gugus qui va faire par exemple des courses de bateau, ça va coûter des millions, bah écoutez c'est bien gentil, mais en fait moi la mutuelle c'est pour me soigner, vous voyez. Ou alors acheter des stades de foot, c'est-à-dire que les stades de foot ont des noms de mutuelles et les gens, moi je trouve ça vraiment c'est génial l'économie pour ça, surtout en France, je vois que les gens ne comprennent pas que c'est leur argent. C'est-à-dire que quand ils voyaient, moi je suis lyonnais à la base, bon le stade de Gerland il a un peu changé de nom, et les gens quand ils voient Groupama, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas qu'on leur a littéralement extorqué cet argent, c'est-à-dire que des gens qui prétendent, enfin il faut quand même voir la folie du truc, des gens qui prétendent vous aider, des gens qui prétendent vous aider dans un aspect essentiel de votre vie, la santé, ce qu'on appelle la prévoyance, la vieillesse, etc., en fait font de la pub, donc avec votre argent, se versent des salaires de dingue avec votre argent, et avec le peu qui reste, au lieu de vous aider, ils achètent des stades de foot. Enfin, je veux dire, c'est juste prodigieux. Mais ça, c'est bien. Et par contre, la Sécu, ça coûte toujours trop cher, alors que bon, c'est ce qui vous fait gagner de l'argent. Bon, bataille perdue comme toutes les autres, c'est pas grave, mais je me permets de le dire. Ensuite, sur la dette publique, pareil. La dette publique, c'est pas du tout bon ou mauvais en soi. Ce qu'il y a, c'est qu'on a effectivement quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est au pouvoir économique de la France depuis 9 ans maintenant, quand il était ministre à Bercy, et qui, lui, pour le coup, a une politique qui est complètement dingue. Et là aussi, n'importe quel journaliste économique aurait dû quand même... Enfin, il y en a eu quelques-uns. Romaric Godin, Mediapart, par exemple, est excellent là-dessus, mais enfin, on est très peu nombreux, à hurler dès le début, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, il a une politique qui consiste à dire aux entreprises, vous savez quoi? Vous payez beaucoup d'impôts en France, c'est vrai. Plus qu'ailleurs, c'est vrai, je suis bien d'accord. On va faire un truc, mais vous me dites si vous êtes d'accord, parce que bon, c'est pas facile ce que je vais vous demander. Je vous propose de beaucoup baisser vos impôts, et bah, c'est tout. Et alors là, ce qui est dingue, c'est que le MEDEF accepte. C'est-à-dire que le MEDEF accepte que Emmanuel Macron baisse énormément plein d'impôts sur les entreprises, sans aucune espèce de demande de contrepartie, de rien, etc. Et donc, depuis donc, que cet homme mène cette politique depuis 9 ans, il nous a fait perdre à nous, en tout cas à moi, aux citoyens français, des centaines de milliards d'euros. Des centaines de milliards d'euros. Et on a des résultats en termes d'emploi, qui évidemment, heureusement, sont un peu là, mais qui sont ridicules par rapport aux sommes qu'il nous a fait perdre. Et donc, si vous voulez, quand même la base, normalement, mais bon, je crois qu'on a perdu tous les repères, tout le monde, effectivement, devient complètement fou. La base de nos cours que j'ai appris comme étudiant, que j'enseigne à mes étudiants, de la politique économique, c'est le choix. C'est-à-dire que vous devez mener comme la meilleure politique économique ou la moins mauvaise. Donc, quand je vais sur BFM et qu'on me dit « Ah bah quand même ça a des effets », si vous voulez, cette phrase « quand même ça a des effets » ne peut pas exister normalement dans une discussion d'économie. La question c'est est-ce que les effets sont à la hauteur de ce qui a été perdu? Et bien sûr que non. Et si vous voulez, là où c'est tragique, bon, effectivement, heureusement, moi je commence à être vraiment vieux, j'ai hâte d'être très très vieux parce que vraiment c'est quand même beaucoup mieux, mais ceux qui ont le malheur d'être jeunes actuellement, là où c'est tragique, c'est que ces centaines de milliards d'euros, on sait très bien là où il fallait les mettre, c'est sur la fameuse transition écologique. Donc si vous voulez, c'est là que c'est pas du tout drôle ce que fait Emmanuel Macron, c'est que balancer comme ça des dizaines de milliards tous les ans aux entreprises sans aucune contrepartie, une étude de France Stratégie qui montre que la contrepartie, ça a été des hausses de salaire pour parce qu'effectivement, comme les charges, comme on dit, ont beaucoup baissé dans les entreprises, ben, les gens de ces entreprises ont été mieux payés, tant mieux pour eux. Les dividendes ont augmenté, très bien pour eux. Enfin bon, voilà, c'est génial pour les gens dans ces boîtes-là, ça n'a pas créé d'emploi, mais surtout, la dingue transition écologique qui coûte des sommes folles, le rapport de Pisani-Ferry vient de le rappeler, évidemment, l'argent n'est plus là. Et donc maintenant, on a un stock de dette qui est dingue, et est-ce qu'on peut encore l'accroître pour financer la transition écologique? Ça va poser un problème. Un dernier chiffre, la charge de la dette dans le budget de l'État. Bon, alors ce qui est assez drôle, c'est que c'est un chiffre, qu'il n'y a pas de chiffre officiel, parce qu'il y a plusieurs chiffres. C'est la magie de l'économie, on pourrait penser que c'est simple. Mais la charge de la dette, donc qui n'est pas le remboursement de la dette, qui est juste simplement le paiement des intérêts tous les ans, c'est le budget de l'éducation nationale. Voilà, le budget de l'éducation nationale, c'est à peu près un peu plus, une grosse cinquantaine de milliards. On met la même somme tous les ans dans le remboursement des intérêts de la dette, et vu que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, on sait que ça va passer à 60-70 milliards par an. Somme complètement folle, très mal utilisée. Donc moi, c'est ça que je dis. Alors,
on se souvient quand même qu'il y a eu la crise Covid et qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte. Donc, la dette française des 3 000 milliards d'euros vient aussi de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu sauvetage d'entreprises, il y a eu un financement d'un certain nombre de choses qui ont fait que les gens ont pas eu de problématiques de vie, à part la santé, mais Bien en tout sûr. cas de vie économique pendant cette période. Oui, mais là, moi, j'applaudis des deux mains ce qui a été fait. On a arrosé même des gens qui n'en avaient pas besoin. On le savait. Très bien. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut noter par rapport à ça? D'abord, c'est intéressant de voir que, la fameuse phrase, il n'y a pas d'argent magique, mais c'est-à-dire que quand il s'agit, on ferme des maternités aujourd'hui en France, c'est-à-dire que quand il s'agit comme d'éviter que des gens meurent en France, il n'y a pas d'argent. Je rappelle que pendant le Covid, le gouvernement a continué à supprimer des lits d'hôpital. Donc ça, vous voyez, ça montre quand même à quel point on est basculé dans un monde idéologique, c'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, littéralement, c'est plus important de sauver un restaurant que de sauver des vies en créant des lits à l'hôpital. C'est exactement ce qu'il a fait et ce qui a été assumé, comme ils disent dans la majorité, quand ils font des énormes conneries. Voilà. Donc, il faut quand même voir, et c'est passé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en économie, effectivement, comme dans la vie, vous agissez à un moment, et puis ensuite, vous pouvez agir différemment à l'avenir. Il y a l'économiste en chef de la Banque Centrale Européenne, qui n'est pas totalement un militant de la France insoumise, qui a dit « les États ont trop aidé, tout le monde l'a dit, et donc maintenant, il faut en reprendre une partie. » Parce que qu'est-ce qu'on a constaté sur le plan de l'état du pays? La chance qu'on a de dingue, moi ce que je dis toujours effectivement, c'est que nous on a la chance d'être en France. On a une chance de fou en France. Et tout le monde le sait, hein, quand on va à l'étranger, tout ça, on revient en vacances, ah qu'est-ce qu'on est bien en France. Mais on va quand même bien continuer à bousiller notre pays parce que on a hâte de vivre aussi mal que les Américains. Ok, soit. Il fallait reprendre une partie de cet argent, tout simplement par la taxation. C'était pas compliqué. Mon exemple favori, c'est les restaurants. Les restaurants n'ont jamais aussi peu travaillé pendant l'année du Covid, ils n'ont jamais eu des profits aussi élevés. Et donc, qu'est-ce que fait l'État? Eh bien, il prend la taxation. Ou alors, vous savez, quand vous êtes un État, l'État américain, pour ça, je trouve c'est très Quand vous intéressant. faites des profits, vous avez de l'impôt sur les sociétés. Donc, ça a dû revenir un peu. Ça a revenu un peu. Ouais, avec les entreprises, ça revient un peu, c'est toujours bien, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Les entreprises, c'est toujours ces êtres vivants qu'il faut protéger à tout prix, je sais pas pourquoi. C'est quand même assez curieux. Vous savez, quand vous êtes un État, vous pouvez vraiment imposer des choses. Hein. Vous pouvez faire des contrôles fiscaux. L'État français, c'est ça qui est marrant, qui est très contradictoire. On le dit tout le temps, l'État français, il est partout dans l'économie française. C'est vrai. Bon. Et ce qui est intéressant, notamment, c'est un gros problème à gauche, c'est que la gauche en particulier ne veut jamais utiliser le pouvoir de l'État. C'est-à-dire que si vous constatez que vous avez trop aidé un secteur, vous voyez, par le dialogue social, par voyez, des coups de fil, etc., on rappelle, par exemple, aux États-Unis, on se rappelle qu'Al Capone est tombé sur un contrôle fiscal, par exemple. Vous voyez. Donc, le pouvoir de l'État, en fait, est très fort. Et moi, si vous voulez, c'est pas du tout l'idée de punir. C'est ça qui est marrant, on est tout de suite dans cette rhétorique un peu idiote. Le problème, c'est pas l'idée de punir les entreprises, c'est de dire il fallait les aider à fond. C'est très, très bien de l'avoir fait. On constate après qu'on les a trop aidés, on corrige le tir. Parce qu'effectivement, cet argent qui est là, il n'est pas ailleurs. De la même façon, c'est par exemple que le laboratoire pharmaceutique d'analyse ont fait des profits complètement dingues. Est-ce qu'ils sont mérités ces profits? Non. Est-ce qu'ils ont pris un risque? Non. Et pourquoi est-ce qu'ils ont des profits? Parce qu'on est remboursé par la sécurité sociale. Enfin, toutes ces entreprises sont soutenues à fond par des mécanismes publics. Mais par contre, c'est la fameuse phrase, vous voyez, les pertes, c'est toujours pour l'État, et les profits, c'est toujours pour les entreprises. Et le problème, c'est que, c'est bien, c'est que les gens en France sont quand même pas complètement idiots, c'est-à-dire qu'ils le voient tout ça. Et quand vous avez, là pour le coup, en même temps, le même gouvernement qui est de toute évidence obsédé par le fait de bastonner les chômeurs, dont on a réduit les droits pendant le Covid, on a réduit les droits des chômeurs pendant le Covid. Là maintenant, on s'en prend aux plus pauvres d'entre nous, les allocataires du revenu de solidarité active. Emmanuel Macron mène une guerre explicite contre les pauvres, contre les pauvres. Et dans le même temps, il nous fait des discours, on voit qu'il se tire les pompes des plus grandes entreprises, etc. Honnêtement, est-ce que vous pensez que ça, que des gens normaux, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ressentent au-delà de toute analyse économique? Est-ce que c'est pas évident que ça, c'est le meilleur carburant pour qu'il y ait une demande de reprise en main autoritaire et de basculement vers l'extrême droite? Enfin, je veux dire, là, Emmanuel Macron, tout ce qu'il fait quand même depuis plusieurs années, effectivement, Covid mis à part, c'est une recette parfaite pour amener une révolte violente de nos institutions et de l'économie. Et je ne comprends pas comment... je trouve qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour ne pas le voir. Le chômage a baissé. Pour des gens de notre génération, on est né dans le début du chômage de masse, Ouais. et on avait ces chiffres monstrueux qui nous tombaient dessus tous les mois, jusqu'aux 3 millions de chômeurs, jusqu'aux plus de 10%
Et c'est récent, les plus de 10% de chômeurs. Là, j'ai pris les chiffres au mois de mai à 7,1 et si on enlève Mayotte à moins de 7, Mm. moins de 7%. C'est quasiment le plein emploi. Mm. C'est un mot que, personnellement, j'aurais jamais cru entendre euh, sur le chômage et sur l'état de l'emploi en France. Donc ça, c'est bien. Mm. C'est bien. Oui, c'est bien. Alors, mais c'est bien, mais Ça veut dire que les politiques d'incitation aux entreprises ont fonctionné, ça a créé de l'emploi. oui, indiscutablement. Alors, ça m'amuse quand même toujours beaucoup parce qu'Emmanuel Macron, quand il nous dit toujours, c'est les entreprises qui créent les emplois. Et puis quand le chômage baisse, il y a Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, ils vont à la télé, ils disent, nous avons fait baisser le chômage. Il y a une contradiction totale entre les deux, et personne ne la relève. Ça, je trouve ça quand même assez magique. Ça s'appelle la politique. Il faudrait savoir. Oui, non, mais c'est quand même, c'est pas un détail. D'autre part, effectivement, vous avez raison, il y a une très forte baisse du chômage, et surtout, il y a une hausse de l'emploi, et effectivement, les chiffres que donne le gouvernement sont justes. On sait par exemple que la politique qui consiste à permettre aux entreprises d'embaucher des apprentis sans que ça leur coûte absolument rien, c'est que les apprentis sont gratuits. Moi, je trouve que le gouvernement devrait faire des affiches, vous savez, un peu style soviétique. L'apprenti, c'est gratuit pour résumer sa politique. Effectivement, ça marche. Donc là, il y a un gros... c'est assez drôle. Chez mes collègues économistes, tout le monde s'arrache les cheveux parce qu'on ne comprend pas. Personne n'a d'explication, ça c'est génial. Pourquoi l'emploi augmente autant. C'est-à-dire que personne ne sait, vraiment. Alors, une partie de l'explication, c'est que comme il y a des entreprises, les apprentis sont gratuits, les entreprises en ont pris plein, évidemment. Donc, peut-être que c'est bien. Peut-être que c'est bien. Je note juste que s'il y avait été un gouvernement de gauche, ça aurait été impossible. C'est ça qui est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'un gouvernement de gauche aurait fait la même politique, il n'aurait pas pu. Oh, il y a eu les emplois jeunes sous la gauche. Ça a existé, les emplois, les jeunes gratuits. Non, parce que c'était beaucoup moins gratuit, ça concernait beaucoup moins de monde, c'était limité aux associations. Et rappelez-vous justement la polémique que c'était. Alors que là, Emmanuel Macron, c'est vraiment, et il n'y a pas que les apprentis, il y a toutes les aides pour l'emploi des jeunes, même les jeunes qui sortent de Polytechnique, qui sont embauchés aujourd'hui. Total, qui embauche un jeune polytechnicien, bénéficie d'aides de l'État français. Enfin, c'est quand même, on en est quand même là, c'est quand même magique. Donc bon, il y a cette hausse de l'emploi. Maintenant, effectivement, vous avez tout à fait raison. Moi, j'avais 20 ans en 1993. Je rappelle très bien que là, on avait 12% de chômage. C'était la folie. C'était une espèce de c'était la chape de plomb de notre génération. Tout le monde parlait. Dans toutes les familles, il y avait des chômeurs. Dans toutes les familles, on en parlait tout le temps. Je me rappelle, il y avait un article du Monde à l'époque. Un chef d'entreprise qui avait passé une petite annonce comme ça. Il avait reçu 600 candidatures. Le gars était complètement catastrophé. Donc bon, évidemment, ça va mieux de ce côté-là, et tant mieux. Maintenant, évidemment, c'est là que c'est difficile l'économie. C'est qu'on voit que depuis, ce qui a beaucoup changé, c'est effectivement la difficulté qu'il y a à vivre au quotidien. Et je voudrais juste citer cette étude. Il y a une étude qui a été faite par Meilleurs Agents, le site immobilier, donc en 2021, et ils regardent quelques grandes métropoles régionales. Et ils disent qu'est-ce qu'un jeune actif, où est-ce qu'un jeune actif peut se loger entre 2000 et 2020. Et donc ils regardent Lille, Toulouse, Montpellier, Lyon, Bordeaux, ce genre de villes. Et si vous voulez, là, la chute, c'est même pas du niveau de vie, c'est de la qualité de vie. C'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'ils nous disent, en gros, en 2000, dans ces villes-là, avec un salaire médian de jeunes, c'est-à-dire de jeunes diplômés, donc qui fixe à 1600 euros, vous aviez 50 mètres carrés en 2000, et en 2020, vous aviez 30 mètres carrés. Voilà. Donc, vous imaginez ce que c'est de passer de 50 mètres carrés, un truc où on peut vivre, on peut même vivre à deux, à 30 mètres carrés, où on peut vivre à deux en étant sûr de se séparer au bout de quelques mois. Voilà. Bon, bah ça, ce qu'il faut bien voir, c'est que, et là, on a un énorme problème de pilotage national, cet effondrement de la qualité de vie n'apparaît nulle part dans les statistiques. N'apparaît nulle part dans les statistiques, puisque soit vous achetez votre logement, et ça n'est pas pris en compte dans l'indice des prix à la consommation, puisque l'INSEE considère, ce qui est juste du point de vue de la théorie économique, que l'achat d'un logement, c'est un investissement, ça n'est pas une consommation. Soit vous êtes locataire, et donc, bon, et ben, en fait, vous payez le même loyer qu'avant, sauf que vous avez une surface qui s'est effondrée. Vous voyez, et donc ça j'insiste beaucoup là-dessus, et c'est là, pardon, qu'Emmanuel Macron est vraiment très très mauvais, parce que ces choses-là, on les sait depuis des années, c'est que les indicateurs, comme celui que vous avez cité, par exemple, de l'emploi, ou même de l'inflation, ne sont plus bons du tout, notamment à cause de la question de l'immobilier, ou aussi de la question écologique, qui fait que l'allongement des temps de transport, etc., on a plein d'indicateurs, on a un pays fantastique pour ça, l'INSEE fait un travail dingue, et si vous voulez, tous les sociologues, bon après je sais qu'Emmanuel Macron, vous dites sociologue, il sort son action totale, montre, si vous voulez, que dans des aspects fondamentaux de la vie, on a une dégradation très forte des conditions de vie,
Et simplement, il faut regarder ces indicateurs-là. Et pour revenir, pour pousser un peu cette réflexion sur le plan théorique, l'idée du plein emploi, c'était quoi? C'était de dire, l'emploi, c'est à la fois une fin en soi, on a envie de travailler, et c'est aussi un moyen, c'est-à-dire si j'ai un bon boulot, je peux mener ma vie. Et en fait, cette deuxième partie de la proposition, et là, pour revenir à ce que vous disiez, on le sait tous dans les familles, n'est plus valide. C'est-à-dire qu'on sait très bien que vous pouvez être en emploi, et par exemple, si vous êtes en emploi à temps partiel, si vous travaillez 10 heures par semaine, si l'emploi ne vous intéresse pas, vous êtes malheureux. Et donc, il faut s'intéresser à ça. Que le plein emploi, c'est bien, mais le plein emploi avec des petits salaires, c'est pas ce qu'il faut. Donc il faudrait un plein emploi avec des augmentations de salaire. Sauf que on est en période inflationniste et que là, on reprend notre vieille peur des années 80, la spirale inflation-salaire, personne ne la veut. Le prix salaire, personne ne la veut. Donc comment on fait? Est-ce que finalement, cette peur des années 80, il faut l'oublier? C'est plus la bonne peur. Ou est-ce que il faut quand même augmenter les salaires? Alors, il y a une étude des camarades du Fonds monétaire international qui a montré qu'en fait, les spirales prix-salaire, c'est-à-dire ce que vous avez très bien dit, les entreprises augmentent leurs prix parce que, par exemple, il y a un choc pétrolier ou il y a la guerre en Ukraine ou il y a le Covid, des problèmes d'approvisionnement. Donc, effectivement, elles sont obligées d'augmenter leur prix de vente et donc les travailleurs voient que les prix augmentent et donc demandent des hausses de salaire. S'ils obtiennent ces hausses de salaire, évidemment, les hausses de salaire vont augmenter à leur tour les coûts de production des entreprises qui vont la répercuter sur leur hausse des prix. Donc c'est ça, la spirale prix-salaire, c'est hausse des prix, revendication salariale, augmentation des salaires, augmentation des coûts de production, augmentation des prix, etc. Qui effectivement terrorise notamment les banquiers centraux depuis les années 70. Ça m'a surpris, parce que je pensais que ça avait un peu existé, notamment dans les années 70. Et en fait, il y a une grosse étude du Fonds monétaire international qui montre qu'en fait, il n'y en a jamais. Il n'y en a quasiment jamais. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont très temporaires pour une raison assez simple. C'est que quand vous augmentez les prix, et ben la demande, elle baisse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate en France aujourd'hui. Si vous regardez dans la grande distribution, depuis le début de l'année, je crois que la consommation a baissé de 3 ou 4%. C'est-à-dire que le nombre d'articles baisse parce qu'évidemment, les prix augmentent, sont trop élevés, donc on achète moins de choses. Et donc forcément, les entreprises voient qu'on achète moins, et donc au bout d'un moment, ça limite les hausses de prix qu'elles peuvent imposer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que je ne vais pas faire que critiquer, puisque justement le but du livre, c'était de faire des propositions, là où Emmanuel Macron m'a énormément déçu, encore une fois, puisque c'est des choses qui étaient discutées depuis des années déjà dans la communauté intellectuelle au sens large, c'est qu'il y a plein de réformes social-démocrates, s'il était social-démocrate, qui ne coûtent rien aux entreprises et qui ont des effets très importants sur le bien-être des gens, c'est notamment le partage du pouvoir dans les entreprises. Là, il y a un énorme échec d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, et c'est ça que je ne comprends pas dans sa gouvernance, encore une fois, depuis qu'il est à Bercy, qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Il est obsédé par le tripatouillage de notre système socio-fiscal. Je baisse l'ISF, je baisse les allocations logement, je baisse les allocations chômage, je m'en prends au RSA, etc. Mais enfin, Manu, c'est pas ça les problèmes du pays. Aucun de ces trucs est problème du pays. Qu'est-ce que c'est le problème du pays? On a des services publics qui ne fonctionnent pas. Quelle est la réponse? En fait, on la connaît la réponse. C'est qu'effectivement, il faut donner plus de liberté, pour le coup, de vraie liberté aux gens qui sont sur le terrain, aux instituts, aux médecins. Il faut faire exploser la bureaucratie. Mais donc, il faut s'attaquer à la bureaucratie, à ses potes de l'ENA, etc. Mais là, il n'y a plus personne. Vous voyez? Là, le grand monsieur courageux, etc., il n'y a plus personne. C'est ça qu'il faut faire. Il y a une souffrance au travail qui est énorme en France. On a un record européen en termes d'accidents du travail. Donc, il y a un gros problème sur la qualité du travail. Qu'est-ce que fait Manuel là-dessus? Il supprime les comités d'hygiène et de sécurité qui protégeaient les travailleurs. Il les a supprimés. Vous voyez? Tout à son idéologie de la flexibilité du marché du travail. Il n'y a que, en France, on est un pays riche. On est vraiment un pays vraiment riche. Et, par contre, on ne le sait pas. L'épargne des ménages est complètement dingue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le problème de la France, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. C'est que des problèmes qualitatifs. Donc, c'est réforme des services publics, c'est partage du travail, partage de la responsabilité dans les entreprises, et c'est surtout, et c'est là son plus grand échec, une vision. C'est-à-dire qu'effectivement, nos jeunes gens, mes étudiants, ils vont très mal depuis des années, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont suivi d'excellents cours, évidemment, et ils savent, parce que si vous voulez, il y a des gens qui travaillent, hein, même s'ils ne sont pas tous à la télé, des gens qui travaillent, qui sont sérieux, aussi bien les gens du GIEC, les gens des sciences sociales, qui nous montrent, si vous voulez, qu'effectivement, la catastrophe écologique, non seulement on ne fait rien contre, mais tout s'accélère. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers l'effondrement,
à mesure qu'on a notamment des présidents de la République comme Emmanuel Macron, qui sont des obsédés de la croissance économique, de la richesse et de la réussite individuelle. De quoi auraient besoin mes étudiants? C'est de quelqu'un qui déjà dise, bon ben vous savez quoi, on est face à un truc sans précédent dans l'histoire de l'humanité, et ben en fait j'ai pas les solutions. Donc déjà on va s'arrêter, on va réfléchir collectivement, et puis on va se dire, il y a peut-être tout un tas de trucs qu'on fait, ben en fait, faut peut-être arrêter de les faire. Ben, en fait, vous êtes nostalgique de l'état stratège des années 60. Alors, je le dis parce que je l'ai lu dans votre livre. Vous parlez de l'état stratège. Je ne l'invente pas, mais vous parlez de l'état stratège des années 60. Alors, c'est clair, hein, l'état stratège des années 60, on va dire de Gaulle, hein, c'est l'Airbus, c'est le TGV, c'est aussi le Minitel. Hein, pour les gens qui travaillent dans l'Internet, c'est quand même pas une belle réussite quand même. On ne va pas revenir au plan, vous l'avez dit, on ne va pas revenir au plan, on va revenir à cette stratégie d'État prise depuis en haut par des Jacobins qui vont nous expliquer comment il faut faire. Bah, écoutez, alors, dit comme ça fait pas envie, effectivement. Non, mais alors, ça pose plusieurs questions essentielles. D'abord, si on prend le nucléaire, par exemple, le nucléaire, ça c'est intéressant parce que c'est le premier obstacle d'union de la gauche encore aujourd'hui en France, puisqu'effectivement, mais le nucléaire c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai pas d'avis spécialement sur le nucléaire. Si on essaye de regarder ça de façon un peu analytique, c'est objectivement une réussite au sens où il n'y a pas eu le fameux accident majeur qui devait avoir lieu, etc. Il n'a pas eu lieu. Bon, première chose. Et deuxième chose, on a eu effectivement de l'électricité pas chère en France. Ça a été d'ailleurs un avantage compétitif dingue sur les autres pays. Et décarboné. Hein. Et décarboné quand même. Et je me rappelle pas trop avoir entendu le MEDEF nous remercier EDF d'avoir fait des investissements dingues. D'ailleurs, je rappelle, contrairement à une légende, que tout le programme d'investissement nucléaire a été financé par EDF et non pas par l'État. Ça a été financé par l'entreprise elle-même. C'est ce que ses anciens dirigeants rappellent. Donc, par certains aspects, quand même, le nucléaire, c'est quand même une réussite quand même assez incroyable. Mais par d'autres, et notamment le mouvement écologique, que je comprends tout à fait, quand vous remontez sur le plateau du Larzac, ou les mouvements écologiques, il y avait cette idée, c'est exactement ce que vous avez dit, il n'y a rien de plus violent sur le plan démocratique que le nucléaire. C'est-à-dire que vous avez quelques polytechniciens qui se réunissent et qui disent on va mettre des centrales partout, et les populations locales, elles ont le choix de se taire ou d'accepter. Voilà. Bon. Et donc, effectivement, il y a cette idée, et j'insiste sur ce point parce qu'il est très important sur le plan politique au sens large du terme, c'est que le soutien, que moi j'estime absolument catastrophique, des écologistes à l'Union européenne, c'est justement parce que l'Union européenne, le programme de l'Union européenne, forcément, c'est de batailler contre les États. C'est-à-dire que l'Union européenne, elle arrive dans un espace géographique et politique qui est saturé par les États. Si elle veut exister, son premier ennemi, c'est l'État. Et c'est là le drame de la construction européenne, c'est qu'à batailler tout le temps contre les États, ce qui est parfaitement compréhensible, elle a fait le petit oubli de batailler contre les grandes entreprises qui sont devenues des monstres aujourd'hui complètement hors de portée. Mais vous avez cette fracture sur la gauche française, parce que vous avez une gauche, enfin c'est très très net actuellement, évidemment la France insoumise s'inscrit totalement dans cette tradition planificatrice autoritaire, et moi je pense qu'effectivement il faut appeler les choses par leur nom et ça ne pose aucun problème, de l'État vertical comme vous l'avez dit, et à l'inverse, on voit, notamment sur les questions écologiques, on a une tradition complètement opposée, horizontale, locale, qui est défendue par les mouvements écologiques, et que là, il y a une vraie difficulté intellectuelle, et ça serait bien de l'aborder, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, si je regarde les choses comme je le fais dans mes cours, et comme je l'explique à mes étudiants, je suis vraiment j'espère avoir tort, mais bon voilà, j'espère vraiment avoir tort, je suis profondément convaincu, si vous voulez, que toutes nos discussions-là, en fait, je vous le dis gentiment, n'ont aucun intérêt, au sens où, de toute façon, les contraintes naturelles sont déjà là, et que, vu que nous persistons à les nier, notamment au plus haut niveau de l'État, elles vont être de plus en plus compliquées à gérer. Il se trouve, que ça fait plusieurs années, parce que je lis la presse locale, hein, je lis la presse locale, pas tous les jours, mais je lis beaucoup la presse locale, et en fait, quand vous regardez la presse locale, depuis des années en France, il y a des conflits très violents autour de l'eau, et ça fait des années que je dis à mes étudiants, vous voyez, on a déjà en France, pays tempéré, des conflits qui conduisent à des morts, hein, parfois, de conflits de voisinage, sur l'usage de l'eau. Et donc, si vous voulez, je crains que la discussion écologique qu'en fait on aurait dû avoir il y a 50 ans, au moment de la sortie du rapport au Club de Rome, au tout début des années 70, en fait, tout ça, c'est largement trop tard. Je pense que les choses sont très largement hors de contrôle, entre donc le grand pouvoir des entreprises privées, entre notre bêtise à tous collective, au fait le fait que consommer, c'est vraiment hyper agréable, et je suis persuadé
que la contrainte naturelle va faire que s'accélérer, qu'il va y avoir une multiplication de drames et de conflits locaux, et qui vont, je vous dis, hein, voilà, histoire de faire plaisir aux gens, qui vont déboucher très rapidement sur des demandes autoritaires des gens qui disent protégez-nous, protégez-moi de la prochaine sécheresse, protégez-moi de la prochaine inondation, protégez-moi de l'explosion du prix de la bouffe parce que les rendements s'effondrent, etc. Et que donc là, c'est donc de ce point de vue-là, si vous voulez, qui est expliqué quand même par plein d'auteurs très sérieux qui regardent les faits, hein, les rendements agricoles par exemple baissent dans tout un tas d'endroits, que quand vous regardez cette réalité-là, qui est massive, qui est mondiale, mais qui est aussi française, que les discours, si vous voulez, d'Emmanuel Macron sur on va attirer, etc., les batteries électriques, etc., on est sur un hors-sol complètement délirant, mais qui a sa rationalité. C'est ce que j'explique à mes étudiants. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très facile de comprendre comment il raisonne comme ça, comment il pense qu'il a raison, et comment les gens qui sont autour de lui pensent qu'ils ont raison. Mais je crois vraiment que la tension entre toutes ces croyances et la base matérielle de la vie, elle est déjà devenue trop forte, et je pense qu'elle va très vite devenir ingérable. Je vais revenir sur un fait que vous avez évoqué rapidement, c'est l'Europe, parce que vous êtes anti-Europe aussi. Ouais. On pourrait dire que vous êtes souverainiste. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça. Comme la gauche de Chevènement à une époque? C'est ça. Et pourtant, mais l'Europe, enfin, moi, je suis ravi. Moi qui vis sur une zone frontalière, je suis ravi de plus payer en P7. En plus, niveau calcul mental, c'était insupportable. Mais pourquoi vous n'aimez pas l'Europe? Moi, j'aime bien la P7. Alors, c'est drôle, parce que j'enseigne dans un institut d'études européennes. Donc, voilà. Il se trouve que j'ai fait ma thèse sur l'Union européenne. Alors déjà, je permets de vous corriger. Évidemment, quand on dit l'Europe, on ment. Hein, parce qu'évidemment, il faut dire l'Union européenne. Non, mais c'est pas parce que c'est un mensonge qui est répété qu'il faut le répéter. Vous voyez, c'est que l'Europe, ça existe. Par exemple, voilà, on pourrait dire, vous voyez, la Turquie fait partie de l'Europe. Là, déjà, ouf. Déjà, première chose, je permets d'insister là-dessus. Je sais que c'est violent de dire ça, mais vous ne connaissez pas l'Union européenne, puisque ça n'est pas enseigné à l'école. Et je suis désolé, c'est voilà, comment fonctionne le Parlement européen, ce que c'est que la Commission, qui est capable de citer les commissaires européens. Là, c'est quand même, il y a un échec démocratique de notre éducation nationale qui n'est pas du tout anecdotique. Ça, c'est la première chose. Il se trouve que moi, pardon, je connais ça très bien, puisque j'enseigne là-dessus. Donc voilà, je déteste recourir à ce argument d'autorité d'expert, mais là, pour le coup, c'est un peu vrai. Ensuite, évidemment, il y a des aspects très sympas de l'Union européenne, Erasmus, l'euro, le fait de pouvoir voyager, tout ça. Bon. D'autre part, ce qu'on peut voir aussi, par exemple, moi, en tant que professeur d'université, je n'ai que des aspects bénéfiques de l'Union européenne. C'est-à-dire que, grâce à l'Union européenne et la géniale mise en concurrence de tous les travailleurs, je peux prendre l'avion et me faire un week-end à Barcelone pour 30 euros. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui suis payé au lance-pierre par Ryanair. Et donc là, il y a un biais, si vous voulez, de la construction européenne qui est classique dans le marché. C'est que quand vous avez un emploi protégé, quand vous avez un bon boulot, et a fortiori quand vous êtes fonctionnaire, effectivement, les gains en tant que consommateur, vous les avez tous, et les pertes en tant que producteur, c'est-à-dire qu'en tant que salarié, qui a vu son usine partir, vous ne les avez pas, puisque jusqu'à présent, mais ça arrivera peut-être un jour, mon université n'a pas encore été délocalisée en Roumanie. Voilà. Donc effectivement, on comprend que tous les gens qui sont éditorialistes, que tous les gens qui sont ministres, que tous les gens qui sont fonctionnaires, ils sont pour l'Union européenne, parce que eux, il y a zéro aspect négatif et que des aspects positifs. Donc ils sont pour, ça me paraît un peu facile. D'autre part, aujourd'hui, quand vous regardez là encore une fois la communauté intellectuelle, en fait, c'est même plus drôle de critiquer l'Union européenne parce qu'il y a un consensus pour dire que c'est un échec total, notamment sur la politique industrielle, hein, qui a été beaucoup critiquée déjà dans les années 90 sur le fait que la folle politique de concurrence qui est mise en œuvre par des juges, enfin, il faut quand même voir que les décisions les plus importantes sur l'industrie européenne ont été prises par des juges fonctionnaires, très bien payés, analphabètes en économie, mais qui par contre ont lu leur petit bréviaire libéral sur la concurrence totale, etc., et qui ont empêché les fusions industrielles qui auraient permis de soutenir la base industrielle européenne. Arnaud Montebourg l'explique dans tous les sens, et il a parfaitement raison là-dessus. Enfin, le libre-échange, qui par ailleurs n'a aucune base théorique, il faut lire Ricardo, mais la fameuse idée que le libre-échange profite à tous, il n'y a juste aucune théorie qui justifie ça. Dans la pratique, ça ne fonctionne évidemment absolument pas, tout le monde le voit. Et aujourd'hui, nous importons quand même des produits chinois avec du sang dedans qui mettent au chômage les gens dans les pays du Nord parce qu'ils ne peuvent pas être compétitifs. Et le problème, entre guillemets, c'est que les gens ils l'ont compris ça. Vous voyez. Donc, excusez-moi, le bilan de l'Union européenne, il est quand même sur le plan économique, social et démocratique. Jean-Paul Fitoussi, qui était professeur à Sciences Po dans les années 90, l'expliquait parfaitement. C'est que, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? C'est très intéressant, c'est fascinant sur le plan intellectuel. L'Union européenne, c'est des États qui volontairement se dessaisissent de leur pouvoir, des pouvoirs énormes, contrôler les frontières, la monnaie. On s'est dessaisi de la monnaie, vous vous rendez compte? On a abandonné le franc français, le Deutschmark, qui était au cœur de l'identité de ces pays-là. Donc des États, volontairement, donc tout a été créé par les États, effectivement, il ne faut pas faire de contresens,
des États européens se dessaisissent volontairement d'attributs énormes de leur souveraineté pour les confier à une institution supranationale qui se définit par le fait qu'elle ne va pas utiliser ces pouvoirs-là. Ça, c'est absolument unique. C'est-à-dire que quand vous créez la Banque Centrale Européenne, il ne s'agit pas d'avoir une politique monétaire unique, non, il s'agit de ne rien faire. Quand vous créez la politique commerciale de l'Union Européenne, vous abandonnez les droits de douane, vous abandonnez les contrôles aux frontières, et vous dites, nous, aux frontières de l'Union Européenne, qu'est-ce qu'on va faire? Libre-échange total. Est-ce qu'il y a une seule zone économique au monde qui fait ça? Personne. On pourrait vous avancer aujourd'hui que c'est l'Europe qui, par exemple, a réussi à mettre des amendes aux GAFAM quand les différents ministres de l'économie étaient toujours fascinés par ces grands patrons qui descendaient régulièrement les voir à Paris pour prendre la France et qui n'arrivaient jamais à leur donner la moindre amende, la moindre taxe, la moindre fiscalité. Donc l'Europe a servi et où l'Europe est en train de changer. Enfin, j'essaie de trouver un peu d'espoir. Non, mais il y a évidemment des aspects positifs, ces amendes, elles en font partie. Mais par contre, effectivement, je vais continuer à être de mauvaise humeur et de vous dire que, encore une fois, si on prend les 3 grands blocs mondiaux actuels, qui sont les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, eh ben, il y a des leaders technologiques, notamment dans les domaines des nouvelles technologies, évidemment aux États-Unis, évidemment en Chine, et il n'y en a absolument aucun dans l'Union européenne, et que c'est pas seulement, mais c'est en partie du résultat de la politique de concurrence de l'Union européenne qui a empêché explicitement, hein, c'est ça qui est fou, c'est que la politique de concurrence de l'Union européenne, c'est de refuser qu'il y ait un champion numérique européen, parce que forcément, il allait être en position de monopole, entre guillemets, à l'échelle européenne. Je vais encore plus vous énerver en ajoutant que malgré la qualité de notre école de mathématiques en France et d'informatique. Oui, puisqu'on voit que justement, mais là ça touche à ce qui se passe, que je vois bien dans le supérieur, c'est que on l'a vu aussi avec les vaccins, hein, où il y avait des Français qui étaient impliqués partout. Les meilleurs, c'est génial, hein, les meilleurs chercheurs français, il n'y en a plus aucun qui est en France. C'est curieux quand même. Hein. Le titre de votre ouvrage, c'est On n'a pas tout essayé. Qu'est-ce qu'il faudrait essayer rapidement pour avoir une économie la plus adaptée au monde qui s'annonce? Ah ben moi, j'ai qu'une mesure à proposer, mais elle se chiffre en dizaines de milliards par an, c'est de sauver notre école. C'est-à-dire que là, je pense que notre école, enfin je sais que notre école est vraiment en train de s'effondrer et que tout va venir et qu'il est déjà presque trop tard. Donc il faut nettement mieux payer les profs, il faut soulager les profs de toutes les tâches annexes, il faut réduire la bureaucratie. Donc ça passe par des réformes de gouvernance, mais ça passe aussi par des milliards et des milliards d'euros qu'il faut mettre sur la table. Et honnêtement, si on ne fait pas ça, et si on ne fait pas ça vite, je pense qu'en France, il y a à peu près rien d'autre ne va être possible. Encore une fois, nous nous effondrons dans les classements internationaux en maths, en français. Enfin, c'est complètement dingue. Gilles Raveau, merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Je rappelle votre ouvrage, Économie, on n'a pas tout essayé, aux éditions du Seuil. Je sens que vous allez pouvoir faire une nouvelle édition datée de 2023. Je vous le conseille, je nous le conseille, parce qu'effectivement, c'est très intéressant de voir que vous avez un avis très, très abouti, mais dans votre ouvrage, en l'occurrence, vous appelez les autres économistes et vous donnez effectivement le champ et la synthèse de tout ce qu'on peut lire avec effectivement des analyses qui sont parfois un peu différentes, voire très différentes de ce qu'on entend et ce qu'on a entendu à l'école pour beaucoup sur les théories économiques et sur les actions économiques.